Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Bonjour Monsieur Djemi Kandé. Bonjour Litsani. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes sur le plateau de Politico.cd. Je rappelle que vous êtes activiste congolais, vous êtes dans UNIS, un mouvement qui fait partie du collectif Le Congo n'est pas à vendre. Assez rapidement, quel est le champ de votre action et surtout quelles sont les convictions de votre mouvement? Pourquoi vous luttez? Alors, pour commencer, notre mouvement, tu l'as dit, UNIS, c'est un peu le sigle qui n'a rien à voir avec l'intégralité du nom, Réseau panafricain de lutte contre la corruption. Nous avons dit UNIS simplement parce que nous pensons que pour lutter contre la corruption, nous devons être unis. Alors, nous avons mis en place ce mouvement simplement parce que nous croyons que aujourd'hui, la cause principale de la pauvreté en Afrique, c'est la corruption. Et nous nous sommes dit, l'une des meilleures réponses à pouvoir apporter pour lutter contre la pauvreté, c'est de lutter contre la corruption. Et vous allez remarquer qu'il y a plusieurs ONG qui travaillent sur la question, ce sont des ONG internationales. UNIS a voulu être une organisation panafricaine qui veut tenir compte des aspects africains pour résoudre le problème de la corruption. Voilà pourquoi, depuis 2019, plusieurs activistes congolais se sont mis ensemble pour mettre en place cette plateforme pour lutter contre la corruption, faire la promotion de la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité de décideurs. Et nous travaillons également dans la sensibilisation, l'éducation également, parce que nous pensons que pour résoudre cette problématique de la lutte contre la corruption, il faut que les générations futures puissent être sensibilisées sur la question de la corruption, parce que, comme vous pouvez bien le savoir aujourd'hui, la corruption est devenue un peu un mode de vie au Congo, un mode de survie, et je pense que les générations futures doivent être vaccinées au travers d'un enseignement adapté qui leur permettra de pouvoir se rendre compte que si aujourd'hui ils ne peuvent pas avoir accès aux soins de santé, s'ils ne peuvent pas étudier correctement, c'est parce que la corruption, quelque part, se charge de pouvoir leur retirer cette opportunité-là. En tout cas, merci beaucoup. Mais tout de suite, les sujets qui nous tiennent à cœur, et c'est votre récente sortie en tant qu'organisation, c'est les dossiers de deux lanceurs d'alerte. On l'a toujours dit à Politico des présumés, parce que jusque-là, nous avons des contradictions autour de leur statut. Deux ex-employés de la banque Afriland First Bank ont fait des révélations à la presse internationale. Ils sont en exil, ils ont été condamnés à la peine capitale en RDC après être poursuivis par la banque qui les accuse d'avoir volé des informations et falsifié. Le collectif Le Congo n'est pas à vendre a toujours défendu ces lanceurs d'alerte, on va dire, et a toujours dénoncé les faits qui ont été reprochés à la banque Afriland comme des faits avérés. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes aligné derrière ces lanceurs d'alerte? Parce que je pense que, premièrement, les faits qui sont révélés par ces lanceurs d'alerte, en tout cas, s'avèrent être vrais, et qu'aujourd'hui, lorsque vous analysez toute la situation qui se passe autour de ce qui s'est passé, on peut arriver aussi à une conclusion qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas révéler au public. Il y a quelque chose qu'un groupe des gens ne veulent pas que les publics puissent être au courant. Les lanceurs d'alerte, pour les avoir suivis, disent clairement qu'ils ont constaté un certain nombre d'irrégularités dans les fonctionnements des comptes au sein de leurs institutions. Ils ont pris la peine de pouvoir informer la hiérarchie sans pour autant qu'ils puissent avoir une réponse adéquate. Étant donné qu'il y avait des questions qui étaient liées à l'intérêt supérieur de la nation, ils se sont dit qu'il fallait pouvoir les dénoncer. Et comme vous savez très bien que le Congo a été pendant 18 ans sous un régime qui ne manquait pas de pouvoir réagir lorsque les intérêts de certains caciques du régime étaient menacés. Alors, il en va de soi que, bien qu'on veut aider son pays, à un certain moment, qu'on cherche à être en sécurité pour pouvoir délivrer un certain nombre d'informations. Et aujourd'hui, une organisation comme PLAF,
ne vient pas pour payer des gens, mais cherche simplement à créer un cadre pour permettre à ceux-là qui, pour l'amour de leur pays, veulent mettre à la disposition du public un certain nombre d'informations, à la disposition des décideurs un certain nombre d'informations, qu'ils puissent bénéficier de ce cadre-là. Et ce n'est pas PLAF qui vient vers ces gens-là. Ce sont ces gens qui pensent qu'ils possèdent un certain nombre d'informations, qui vont vers PLAF pour dire que non, nous avons besoin de pouvoir divulguer un certain nombre d'informations, mais nous avons peur. Et lorsque les raisons sont motivées, à un certain moment, on peut, PLAF, dans son organisation, essaye de voir comment est-ce qu'il peut aider ces gens-là. En fait, oui, effectivement, ben, il y a quand même une polémique. La banque contredit cette version en disant qu'effectivement, que ses employés ont été courtisés pour faire partie de cette campagne, comme le dit la banque. Mais au-delà de ça, est-ce que nous ne craignons pas là avoir une situation où des employés des banques, des structures congolaises qui sont attirés par des appâts comme ça, on pourra dire, des offres qui peuvent nuire systématiquement, notamment nous sommes dans un domaine bancaire pour celui-là, au secret bancaire, parce que vous aurez toujours des gens susceptibles de sauvegarder vos informations financières, être courtisés par des personnes qui peuvent faire partie de votre environnement commercial ou même des concurrents. Est-ce que cette situation, d'un côté, on veut protéger et créer des lanceurs d'alerte, de l'autre côté, on veut aussi avoir un système financier ou un système professionnel solide? Est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui un risque, on pourra dire, de délation et de guerre autour des informations qui ne devraient pas faire partie du public? Alors, j'aimerais d'abord commencer par dire qu'aujourd'hui, si la banque Afriland contredit cette version de fait, ce n'est que normal. Parce que la banque se doit en même temps aussi de pouvoir gérer son image. Ce sont des informations qui portent atteinte à l'image de cette institution, et ce n'est que normal. Je pense que c'est un peu le réflexe de toute organisation de pouvoir démentir ce genre d'informations, bien qu'ils peuvent être vrais, mais dans certains réflexes, ils peuvent dire que ce ne sont pas des informations qui sont vraies. Maintenant, est-ce que le fait de pouvoir faire la promotion de lanceurs d'alerte fait courir un risque quant au secret bancaire? Je pense que pour toute personne qui travaille dans une institution, il se doit de garder le secret. Mais il ne faut pas aujourd'hui qu'on puisse présenter le secteur bancaire congolais ou le système financier congolais comme étant un secteur qui cacherait des informations qui menaceraient le système financier international. Pour ceux qui analysent le secteur bancaire congolais, ils vont vous dire qu'aujourd'hui, les banques congolaises ont du mal à pouvoir trouver des correspondants à l'étranger. Et il ne faudrait pas qu'on puisse aujourd'hui présenter à la face du monde que nous sommes l'un des systèmes financiers où les gens peuvent venir faire tout ce qu'ils veulent tout en violant les règles internationales. Le secret bancaire, oui, il faut avoir le secret, mais il ne faut pas que dans les institutions congolaises, qu'on puisse avoir des pratiques non seulement qui violent les lois nationales, mais qui violent des lois aussi à l'international, tout en mettant en péril tout le système financier à l'échelle internationale. Parce que les correspondants à l'étranger, aujourd'hui, se disent, est-ce que nous devons continuer à faire des affaires avec des institutions bancaires en Afrique ou en RDC qui ne nous rapportent pas grand-chose, mais dont le risque de réputation pour nous risque d'être important, ou carrément de pouvoir oublier ce marché-là, de se concentrer sur des marchés beaucoup plus lucratifs, mais qui nous présentent moins de risques. Il faut voir le système dans son ensemble. Et je pense que nous avons des acteurs aujourd'hui, autant la Banque centrale ou la cellule nationale de renseignement financier, qui doivent normalement s'intéresser à ce genre de questions, non seulement déjà pour commencer par réduire le risque qui est aujourd'hui mis peut-être sur la toile, mais je pense que le secret bancaire ne doit pas être un motif pour violer les lois de la République ou les lois internationales. Évidemment, on parle de loi internationale, ces secrets, disons, les révélations de deux lanceurs d'alerte touchent essentiellement l'homme d'affaires Dan Gertler, en fait, qui a été sanctionné en 2018 par les États-Unis. Ensuite, l'administration Trump, à sa fin, lui a octroyé une licence qui lui permettait de revenir sur une partie de ses sanctions. Et tout à coup, on a ces révélations qui sortent et puis
le président Biden, le nouveau président américain qui est arrivé, revient sur ces sanctions. Est-ce que nous ne sommes pas face à une campagne politiquement motivée dans le sens où quand même c'est assez synchronisé, où on a quelqu'un qui est sanctionné, ensuite il obtient une levée partielle de ces sanctions, ensuite des révélations qui sortent pour qu'il soit à nouveau sanctionné. Est-ce qu'il ne s'agit pas finalement derrière cette campagne d'une bataille politique rangée? Je ne dirais pas une bataille politique rangée, parce qu'il faut commencer d'abord par l'origine de sanctions. Je pense qu'en 2018, lorsque le Trésor américain décide de sanctionner M. Gertler, il y a un travail qui est fait en amont. Il y a une documentation d'un certain nombre d'organisations de la société civile. Il y a eu même, je pense, la fondation Kofi Annan qui a parlé de plus d'1 milliard de dollars de pertes que la RDC était en train de subir à cause de transactions faites avec M. Dan Gertler. Et je pense qu'il y a eu tellement d'effets qui ont été apportés que l'administration Trump, à l'époque, a eu à décider de pouvoir sanctionner M. Gertler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une licence est accordée subitement à Dan Gertler? Il faut commencer par préciser le contexte dans lequel cette licence a été accordée. M. Donald Trump, qui était pratiquement à quelques jours de fin de son mandat, nous avons vu, c'est le même Donald Trump qui accorde cette licence, c'est le même Donald Trump qui a envoyé des gens aller envahir le Capitole. C'est un peu un politicien qui avait du mal à digérer, d'ailleurs, sa défaite aux élections, qui a pris une série de décisions, parce qu'il faut se rendre compte que la décision de la révocation de la licence n'est pas la seule décision que l'administration Biden est en train de remettre en cause. Il y a plusieurs décisions que l'administration Biden est en train de remettre en cause. Et parmi les avocats qui ont fait le plaidoyer pour la levée du moins pour une année de cette licence, il y avait des proches de l'ancien président. Et un indice encore qui montre quand même que cette licence avait été accordée dans un flou total. Cette licence a été accordée le 15 janvier, soit 5 jours avant la fin du mandat de Donald Trump. Mais cela n'avait jamais été rendu public. Pourquoi on a voulu cacher une telle information? Parce qu'on savait que c'était une décision qui s'est prenée dans un contexte qui n'en valait pas la peine. Même la plupart de diplomates américains en poste en Afrique étaient surpris. Ils ont appris l'existence de cette licence-là par la voie des médias. Et c'est là 10 jours après qu'elle soit accordée. Donc on voit très bien que ce contexte montre clairement qu'il y a eu quelque chose de très flou qui s'est passé. Et je pense que l'administration Biden, qui a constaté que les raisons qui avaient conduit à l'octroi de cette licence n'avaient pas changé. Non, pas à la suite d'une campagne, à la suite d'un plaidoyer, avec des éléments qui permettent de pouvoir se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a une licence qui a été accordée. Et c'est justement ça la question. Est-ce que nos lanceurs d'alerte ne viennent pas en élément de cette plaidoyer? Non, je pense qu'il y a ce qui est vrai, il fallait à un certain moment que des voix s'élèvent pour dénoncer cette licence. Et c'est ce que nous avons fait en tant qu'organisation de la société civile, tant localement qu'à l'échelle internationale. Il fallait que des voix s'élèvent. Il y a eu des personnes qui se sont senties indignées. Et l'indignation était à l'échelle internationale, tant au niveau local ici. Il fallait à un certain moment que des gens puissent se lever. Et on s'est levé. Et il est vrai qu'il y a eu de révélations, parce que si tu veux, il y a eu de révélations de lanceurs d'alerte, mais la conférence de presse de la banque incriminée a bien eu lieu avant que les révélations de lanceurs d'alerte ne puissent figurer dans la presse. Donc c'est un peu un concours de circonstances qui a fait qu'on a eu les révélations de lanceurs d'alerte, il y a eu cette licence qui a été accordée, et il y a eu une tollée auprès des organisations de la société civile pour que cette licence puisse être relevée. La licence levée, vous aviez dit tout à l'heure, nous avons vécu dans un régime durant 18 ans. C'est un peu le cœur du combat de l'activisme politique qui a pris un élan, on va dire, à partir de 2015. Vous avez peut-être commencé plus tôt, mais c'est plutôt depuis 2015, avec cette bataille électorale, que nous avons eu cette, on va dire, recrudescence d'activisme citoyen à saluer. Mais au départ, les États-Unis ont pris des sanctions contre des personnes qui étaient susceptibles d'empêcher la bonne marche de la démocratisation de la RDC.
Après les élections, il y a eu alternance pacifique, la première au pays, on va dire démocratique aussi. Mais les sanctions sont maintenues, voire renouvelées, y compris du côté des États-Unis et du côté de l'Union européenne. Est-ce que finalement, nous ne nous retrouvons pas face à des sanctions qui dépassent leur cadre initial? Alors, je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des sanctions, tant au niveau européen ou aux États-Unis, il y a un certain nombre de faits qui sont généralement soulevés et qui motivent cette prise de décision. Okay? Aujourd'hui, on parle d'Anne Gertler, par exemple. Je vais vous rappeler qu'il y a eu un jugement rendu au tribunal de New York dans l'affaire OSIF qui sanctionnait cette entreprise américaine à pouvoir indemniser une autre société, mais tout en citant dans ce jugement le nom de monsieur Dan Gertler comme étant celui qui aurait payé un certain nombre de politiques. C'est-à-dire, et aujourd'hui, on a plusieurs juridictions, 3 pour être précis, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, qui ont ouvert des enquêtes avec des partenaires ou des sociétés liées à M. Dan Gertler. C'est-à-dire qu'à un certain moment, est-ce que les faits qui étaient reprochés à ces personnes ont pu trouver un dénouement au niveau de la justice ou pas? C'est là où il faut que la justice congolaise, à un certain moment, prenne le relais. Parce que ne penses-tu pas que... Ce que je cherche à dire, c'est que ça ne nous plaît pas de pouvoir crier vers la communauté internationale. À chaque fois que le Congolais seront tournés vers la communauté internationale, vers des partenaires extérieurs, c'est parce qu'en interne, à un certain moment, ils ne savent pas avoir des réponses à leurs problèmes. Ils ont une réponse. La justice congolaise a condamné les 2 lanceurs d'alerte. Ah, voilà que lorsque... J'aime bien ta question parce qu'elle traduit encore vraiment toute la raison même d'être, la raison de voir des activistes de foi se tourner vers la justice à l'étranger. Des lanceurs d'alerte condamnés à mort. On est vraiment en train de blaguer, là. Association de malfaiteurs, c'est ça la peine prévue en RDC. Des gens qui dénoncent. J'ai discuté avec d'autres personnes qui suivent de très près ce dossier, qui sont aussi peut-être haut placés dans ce pays, qui se sentent indignés. Ils ne sont pas fiers d'être congolais, de voir la justice congolaise dans un procès qui s'est déroulé en catimini, dont les concernés n'ont appris que leur sentence lorsque M. Moutet était en train de parler en conférence de presse. C'est l'avocat d'Afriland. C'est en ce moment-là que nous avons appris cette condamnation, alors qu'elle datait du mois de septembre de l'année passée. Aujourd'hui, cette condamnation prouve à suffisance qu'il y a des problèmes dans la justice congolaise. Et je profite d'ailleurs de faire un appel au travers de vos ondes pour que la justice congolaise puisse se pencher sur le cas des juges qui ont eu à prononcer cette sentence. Car cette sentence est une preuve que nous ne sommes pas encore dans un état de droit. Nous ne sommes pas encore dans un état de droit. Effectivement, Human Rights Watch a publié une nouvelle au début de l'année recensant plusieurs cas de violation des droits de l'homme et tirant la sonnette d'alarme en tout cas sur la situation des droits humains en RDC qui n'aurait pas changé depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais entre-temps, nous avons quand même une recrudescence de sorties, notamment de Congo à vendre, et des autres organismes sur des faits qui datent de l'ancien régime. Est-ce que les autres activistes, vous autres, n'êtes pas en fait bloqués dans l'ancien système? Est-ce que ce n'est finalement pas une quête personnelle que vous avez contre l'ancien régime, ou bien vous n'êtes pas encore au courant de ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que si vous suivez très bien la campagne Le Congo n'est pas avant, vous allez vous rendre compte que il y a l'Observatoire de la dépense publique, l'ODEP, qui est membre de la campagne Le Congo n'est pas avant, et parmi les acteurs de la société civile,
qui ont aujourd'hui permis aux Congolais d'avoir un procès de 100 jours à cause de révélations de cette organisation. Nous avons poussé pour qu'il puisse y avoir le procès dit de 100 jours, nous continuons à travailler parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour rester encore sur le cas de Dan Gatlet, c'est vrai, ce sont des choses qui ont commencé depuis l'Ancien Régime, mais dont les impacts sont encore visibles aujourd'hui. Et si aujourd'hui on ne prend pas le temps de réagir, on continuera encore à subir les impacts de certains contrats signés de manière opaque pour les 10 prochaines années. Et je pense que nous avons également fustigé la saga de la PLC, dont nous continuons d'ailleurs à inviter le président de la République à pouvoir sanctionner les dirigeants de cette institution, car c'est inadmissible de pouvoir voir des gens qui ont sali le combat du président de la République, lui qui s'est fait chantre de la lutte contre la corruption, qu'on retrouve une institution qui dépend directement de la présidence de la République, être trempée dans un scandale de corruption sans que la présidence ne puisse réagir. Nous avons également dénoncé la libération, par grâce présidentielle, de 2 DG Modeste Makabouza et... de l'OVD ainsi que celui de Sokok. Et jusqu'à aujourd'hui, la présidente est restée muette là-dessus. On se pose quand même des questions. L'affaire Transco, le DG de Transco ainsi que son directeur financier qui avait été arrêté à un moment a été libéré. Aujourd'hui, il continue à vaquer librement dans ses occupations. Les DG de Transco, qui à un moment, il y a eu un mandat pour qu'il puisse se présenter au niveau de la justice, il ne s'est jamais présenté. Nous avons décrié toutes ces choses. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de faire un focus sur l'Ancien Régime. Nous sommes en train de travailler pour la réhabilitation de la Cour de comptes. Et nous avons appris une bonne nouvelle que les 51 magistrats nommés depuis 2018 pourraient enfin prêter serment au mois de mars. C'est-à-dire, le Congo n'est pas à vendre, n'est pas une fixation sur l'Ancien Régime, mais il faut comprendre que quand même pendant 18 ans, il y a eu de crimes économiques énormes qui se sont produits pour lesquels ceux-là qui sont coupables doivent répondre devant de la justice. Nous ne devons pas avoir une mémoire courte. Le Congo n'est pas à vendre. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le Congo fait du surplace finalement? Je te donnerai, ça c'est un avis très personnel, que le Congo fait du surplace, oui. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a eu un espoir qui était né à l'aube de l'élection du président Tshisekedi, qui est en train de, comme une lumière, est en train de s'éteindre petit à petit. Et aujourd'hui, je pense que les Congolais élisent leurs dirigeants pour leur voir faire de la politique et non pour résoudre leur social. Parce qu'aujourd'hui, on assiste vraiment à une guerre politique, à des politiciens qui cherchent à se caser à tout prix. Et bientôt, on parlera à nouveau des élections. Et pendant 5 ans, on n'aura pas parlé du social du Congolais. Et je pense que le Congo, et pour celui qui fait du surplace, ça veut dire qu'à un moment, il fait marche arrière. C'est-à-dire parce que les autres seront en train d'avancer. Et c'est cette impression-là que nous avons aujourd'hui. Et je pense que les décors est déjà planté pour parler des élections, pour dire qu'il faut faire des économies pour préparer les élections. Et on se pose la question de savoir à quel moment on a parlé du social du Congolais. Même lorsqu'on a voulu construire quelques maisons préfabriquées pour les militaires, on s'est rendu compte comment est-ce que ça finit. Et même lorsqu'on a voulu apparemment aider la population en créant des sauts de moutons, on a vu combien d'argent a été dépensé. On sait voir ce qui s'est fait ailleurs et combien d'argent est dépensé et pour quelle qualité. Oui, le Congo fait du surplace. Si le président ne se réveille pas à temps, je pense que on aura encore simplement à rajouter 5 ans plus 18 pour dire que non, les Congolais sont encore dans une misère et dans une souffrance pendant 23 ans. Mais ça aussi, c'est de notre responsabilité en tant que population de pouvoir se réveiller à un moment. On ne peut pas continuer
à confier à cette classe politique qui apparemment ne travaille que pour ses propres intérêts, l'avenir de notre pays. Il faut que nous puissions réinventer cette classe politique. Et que nous puissions réellement sanctionner qui, depuis des années, travaille pour l'appauvrissement de ce pays, pour faire en sorte que ce pays puisse continuer à vivre dans la médiocrité. Aujourd'hui, tout est par terre, l'éducation. Tout est par terre. Et lorsque vous avez une nation qui n'est pas éduquée, c'est très dangereux. Je me pose toujours des questions pour savoir comment est-ce que ce pays va se relever alors que son éducation est par terre. Oui, Lissani, je suis d'accord avec toi que le Congo fait du surplace, le Congo fait marche arrière, les indices sur la corruption le montrent, le Congo, d'année en année, ne fait que perdre des places. Nous sommes aujourd'hui 170e. Nous étions, il y a de cela 2 ans, 161e. Il y a peut-être à peine 10 pays derrière nous. Donc à un certain moment, il faut que nos politiques redéfinissent les priorités. On en a un peu marre de voir que nous devons aller de dialogue en dialogue, de consultation en consultation, si ce n'est pour repartager les gâteaux entre un groupe d'individus qui ne travaillent pas pour les intérêts de la population. Merci beaucoup Jimmy Kande de nous avoir accordé cet entretien. Ce n'est qu'une partie remise. Il y a beaucoup à dire sur ces pays, évidemment. Mais nous aurons un peu plus de temps. Aujourd'hui, peut-être on parlera plus tard des élections et évidemment de cette gouvernance qui reste toujours un grand sujet de débat, des réformes à venir qui n'arriveront jamais, peut-être, ou qui n'arrivent pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. C'est moi qui vous remercie. Congo nde mboka ngo mokengeli koyi mboka ngo mokengeli léopard.